On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter 3 livres tirés de ton cabinet de curiosité littéraire. Tout à fait. Sachant qu'on a déjà fait quelques vidéos sur le sujet, les livres n'ont aucun lien entre eux et si vous en trouvez un, vous êtes très fort. C'est parti. Ils sont faits de papier. Non mais dans le sujet, pardon. Alors, premier ouvrage, les livres reliés en peau humaine de Megan Rosenblum. Enquête sur la bibliopégie anthropodermique. Ouais, c'était dur à dire. Hein. C'est pas facile, de okay. tête. Édité chez B42. Voilà. Ça on dirait un médicament. Enfin bref. Je croyais que c'était une vitamine pour les carences Les carences en livres, la B42, ouais. En 2014, un petit peu avant l'enquête sur les livres faits en peau humaine, les conservateurs d'Harvard avaient trouvé donc, une solution, une formule pour découvrir si les livres étaient réellement faits en peau humaine. L'autrice, à travers cet ouvrage, va nous présenter son projet qui s'appelle le projet livre anthropodermique. Son objectif, en fait, ça va être d'identifier, d'analyser les livres qui sont connus comme étant faits en peau humaine, donc en tant que rumeurs, qui ne sont pas forcément identifiés scientifiquement en peau humaine, et donc d'appliquer la formule qui a été donc faite par les conservateurs. Donc elle va s'associer avec 2 chimistes, et donc va mettre en place son projet pour pouvoir identifier les imposteurs des vrais livres, parce que c'est vrai que finalement, elle pense qu'il y a quand même très peu de livres qui sont vraiment faits en peau humaine. Non, c'est vrai que dans la culture populaire, les plus connus des livres qui sont censés être reliés en peau humaine, c'est le Necronomicon et Hocus Pocus. Le grimoire dans Hocus Pocus. Ouais, le grimoire dans Hocus Pocus. La plupart des livres en peau humaine qui ont été faits au 19e siècle ont été faits par des médecins. Et contrairement à ce qu'on peut penser, les livres faits en peau humaine ne sont pas reconnaissables de par leur couverture. Ouais. En fait, contrairement à la matière avec laquelle ils sont faits, leur apparence est somme toute assez banale finalement. Ouais. L'autrice nous indique qu'ils sont à la fois rebutants et fascinants et leur apparence, somme toute banale, dissimule l'horreur inhérente à leur fabrication. C'est vrai que potentiellement, tu vois pas la différence avec un vrai cuir, enfin avec un cuir autre. De mouton ou de brebis, je sais plus, enfin un truc où vous pouvez confondre facilement les deux. Oui, potentiellement, t'en as un dans ta bibliothèque, tu le sais pas quoi. Alors ouais, c'est ça par exemple, effectivement. J'ai bien aimé la façon dont l'autrice a entre guillemets, justifier son projet en disant que tout a commencé par une saine dose de curiosité morbide. Et c'est un petit peu ce qui définit tous les livres qui sont derrière moi. Concernant le contenu proprement parlé de ce livre, comment c'est découpé, etc., on va dire que chaque chapitre va nous parler d'un livre, donc une liste non exhaustive évidemment, mais voilà, c'est raconté sous forme, c'est une espèce de mix entre l'intrigue universitaire et la curiosité médicale. Donc voilà, donc on va savoir comment elle est tombée dessus, peut-être étudier des livres qui sont connus comme reliés en peau humaine. On va avoir leur histoire, la création, tout ce qu'il y a autour de ce livre. Elle, sa rencontre, elle, avec le livre, comment elle en a entendu parler, voilà, qui elle est allée voir. Je sais qu'elle est allée dans diverses universités, diverses bibliothèques pour trouver ces livres rares, du coup, car ils le sont. À la fin aussi, il y a une petite page sur la liste de livres qui sont avérés en peau humaine. Et dans le livre, on a une petite surprise, c'est une illustration d'un des livres qui est réellement fait en peau humaine. Pour vous dire, moi je trouve que je n'aurais pas deviné, personnellement. Et la taille, je crois que c'est la bonne taille, ça a été imprimé à la bonne taille. Ils étaient petits, les livres en reliés en peau humaine. Et c'est quoi ce livre? Il s'appelle Dance of the Death, qui date de 1898 et qui est conservé à la bibliothèque John Hay de l'université Brown, Providence, États-Unis. Et c'est de Hans Holbein. Voilà, donc un ouvrage assez curieux, inédit et insolite. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Avec ce titre, Nourriture et amour de Willy Passini, quel est le lien ambigu entre nourriture et sexualité / amour? C'est la question à laquelle va tenter de répondre notre professeur de psychiatrie et de psychologie médicale à l'université de Genève. Attention. Je vais vous partager quelques réflexions qui a permis peut-être à l'auteur ou qui pourraient peut-être vous permettre de comprendre en quoi la nourriture peut être liée à la sexualité et à l'amour. L'histoire sociale de la sexualité et de l'alimentation ont des notions qui sont assez communes. La liberté et la répression, ou comme le contrôle et la pulsion, par exemple. Ce sont des choses qu'on peut retrouver dans les deux, de façon très globale. Dans la religion, quelle qu'elle soit, la chair est un péché, que ce soit alimentaire ou bien corporel. Et au contraire, dans les orgies,
où on mélange une consommation excessive de nourriture et une consommation excessive de corps le plus possible, c'est un péché et c'est associé à la perversité, c'est associé à la déchéance par exemple. Enfin, en gros, ce sont des choses qui sont complètement opposées. On peut aussi dire que nos émotions sont aussi liées à la nourriture. La nourriture va être le syndrome de notre santé mentale, entre guillemets. On peut très bien manger beaucoup moins ou faire de l'hyperphagie. C'est ça, en fait, il explique qu'il y a beaucoup de liens entre nos répugnances ou à l'inverse nos préférences alimentaires et sexuelles. Il y a plein de liens, il y a un champ lexical commun. La chose qui m'a fait assez rire, et en fait c'est vrai parce que je ne m'en rendais pas vraiment compte avant la lecture de ce livre, c'est vrai que ça a mis le point sur quelque chose. Il y a des termes, des expressions qui sont associées tant à la nourriture, tant qu'au rapport entre humains. Exemple, déjà on va commencer par appétit. On peut parler d'appétit dans les deux sens. En parlant d'appétit, il y a aussi des aphrodisiaques qui sont aussi mentionnés dans ce livre. Ensuite, nous avons la lune de miel. Par exemple, genre, je te dévore des yeux, t'es à croquer, tu es bonne, enfin, tu vois, genre... Il y a un champ lexical commun, hein, c'est inévitable. Il y a un champ lexical commun, il y en a encore plein d'autres. Et je laisserai par ça vous de faire travailler votre imagination. Plus ou moins vulgaire. Voilà, c'est ça. Bref, voilà. Alors... Donc, notre livre est divisé en 4 parties. Donc, la première, Eros et Dionysos. Dieu de l'amour. Dieu de l'amour et Dieu du désir. Dieu du désir, de l'amour, tout ce qui est sexuel, et le dieu du pinard et de la fête. Oui, tu peux me regarder comme tu veux, je m'en fous. Ensuite, une seconde partie en fait sur les plaisirs de la table et les plaisirs de l'amour. C'est une enquête qui a été faite sur des Français, donc là... Qui tu salues là? Bah nous, enfin on est français, du coup on est directement concernés, je veux dire. Oui. Alors que notre ami n'est pas... C'est assez vieux par contre, c'est quelle année? Un livre qui date de 94. C'est quand même le livre date de 94, donc l'enquête a été faite précédemment. Ouais. C'est italien à la base, ça a été traduit de l'italien. L'auteur est italien. C'est vrai. Mais il travaille à Genève. Troisième partie, quand le lien est malade. Donc là on va voir... Comme vous disiez tout à l'heure, les associations néfastes entre la santé mentale et la nourriture, anorexie, boulimie, obésité. C'est ça. Voilà, c'est vraiment le côté où ça va mal. Et enfin, une quatrième et dernière partie qui va nous parler de je ne sais pas quoi, parce que ça veut rien dire. Les thérapies ou le plaisir retrouvé. Oui, mais les aphrodisiaques. Ça veut rien dire. Mythes on va parler. Et réalité. Voilà, oui, bah parce que... Et après, c'est quoi ça? Psychorégime et thermalisme, c'est évident. Ça tombe sous le sens, si vous voulez, la définition de ces deux termes, lisez-le. Ce qui est intéressant, c'est que l'auteur nous propose une bibliographie et une filmographie, et ça c'était trop cool franchement à voir. C'est un film à vous conseiller, enfin c'est un court-métrage qui fait partie d'un ensemble de 7 courts-métrages en un film, c'est un peu bizarre ce que je viens de dire, mais bref. C'est le Théâtre du Bizarre, Théâtre of Bizarre. C'est 7 courts-métrages qui englobent ce film. Et dans l'un d'eux, en fait, le court-métrage s'appelle Sweet de David Gregory, un couple qui est obsédé par la nourriture et qui va consumer leur amour de façon très étrange. Mais vraiment, genre, ils vont avoir des délires sexuels avec la nourriture. Il y a vraiment le côté érotique de la nourriture qui est présent dans leur couple. La nourriture fait partie de leur sexualité. Le fait de manger devient sexuel. Mais c'est très sale, hein. C'est bizarre, c'est un peu malaisant. C'est un film d'horreur à la base. Et on va les voir se consumer au travers de cette... Se consumer et se consommer. Possiblement, ouais, on verra. Et c'était trop bien, franchement, j'ai adoré ce court-métrage. Si vous connaissez ce film, dites-moi parce que c'est un film, je l'ai vu au moins 4-5 fois. On passe au dernier livre. Le dernier. Au dernier ouvrage. Oh, je vais le prendre dans la gueule. Non, l'Océanium. Ça a été fait par une artiste que j'ai découverte sur Instagram qui s'appelle Minimaki. Ces illustrations sont absolument captivantes. C'est vraiment le style d'illustration que j'aime, à l'aquarelle, rehaussé d'or, enfin, bref, un petit peu steampunk sur les bords. C'est le tome 2, le premier s'appelait le Forestarium, si je ne m'abuse. Sur le thème de la mer, un élément qui m'est cher. Alors après, c'est un livre qui a été auto-édité en 2024, en novembre 2024, donc c'était pour les fêtes, donc moi j'ai pu l'acquérir. Alors, pour parler du contenu de ce livre, on va parler de choses réelles, de choses mythiques, de légendes. Donc tout ça est judicieusement harmonisé, on va dire. Donc des fois c'est très logique, hein. Évidemment on parle des sirènes, on sait que ça n'existe pas.
quoique. On parle des phares, par exemple, voilà, ça on sait que les phares dans la mer ça existe, enfin bref, peu importe. Donc je trouve que c'est assez bien amené, il y a des choses, on a même un petit doute, enfin ça aborde plusieurs aspects de l'eau, quoi, et je trouve ça fascinant. Enfin moi j'aime beaucoup par exemple les bêtes des abysses, et ce genre de choses, parce qu'on pour moi, enfin, ça reste très mystérieux parce que l'homme ne sait pas encore aller à des profondeurs extrêmes. On sait pas y aller en fait. Quand on découvre des espèces, et malheureusement des fois c'est des espèces qui sont mortes. Quand il y a une éruption volcanique par exemple, c'est souvent à ces moments-là. La lave descend très profondément, ça réchauffe, ça tue plein de trucs. Je suis d'accord avec toi, c'est ce qui j'aime bien. Une obscurité fascinante parce qu'évidemment il fait nuit noire là-dessous, il y a rien qui passe. Il fait froid, il fait noir, il y a une pression incroyable. Donc du coup, comme les baudrois, les trucs comme ça, là, ces poissons qui vivent dans les abysses, ils se sont adaptés, quoi. Ils sont tout mous, ils sont tout machin. Enfin, non, mais je trouve ça fascinant, c'est super. En plus, c'est bien illustré, comme tu l'as dit. Ah ouais, c'est beau. Enfin, c'est un livre qui se lit, qui est curieux. Enfin, en fait, chaque double page, on va dire, est quasiment sur tout le livre, chaque double page est un thème. Donc il y a un petit texte explicatif et il y a une ou plusieurs illustrations. Donc c'est assez bien construit. Non, franchement, c'est très cool. C'est sympa à feuilleter, quoi. Voilà, tu lis un chapitre par-ci par-là. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est chouette. Et du coup, je serais curieux de feuilleter le premier, moi aussi. Le Forestarium. Ouais. Tu sais à quoi ça me fait penser, ce livre? Non. Ça me fait penser à Dredge, le jeu auquel j'ai joué il y a pas longtemps. Ah oui, c'est vrai, oui. Bah, on mettra une capture. C'est un jeu de pêche un peu bizarre. Alors en fait, Dredge, c'est un jeu où on est un pêcheur. Et c'est un jeu qui a une ambiance un petit peu Lovecraftienne. Complètement. Le jour, on peut pêcher des animaux complètement normaux, qui existent réellement. Et puis, dès qu'il fait nuit, qu'est-ce qui se passe? Mais la nuit aussi, alors on peut pêcher des poissons normaux, mais aussi des poissons anormaux, donc des poissons qu'on appelle corrompus. Et il se passe quand même des trucs un petit peu bizarres. Enfin, il y a cette ambiance effectivement Lovecraftienne, hein, clairement. Il y a une présence, il y a des trucs qui sont pas normaux du tout. On a des hallucinations, on se fait attaquer par des bestioles bizarres qui n'existent pas là pour le coup. Enfin, j'espère. En bref, c'est très sympa. Mais du coup, ça me fait penser à ça. Ce mix entre réalité et légende. On sait pas si le mec il rêve au bout de 2 jours où tu dors pas, le mec est-ce qu'il devient cinglé ou pas. Enfin bref. Voilà. Très cool. À la prochaine. Il y en aura d'autres. Salut!